Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Aujourd'hui, dans Bien dans son job, on va parler d'un sujet un peu sensible. Il y a ceux qui maîtrisent l'orthographe et la maîtrise du français à l'oral, et puis il y a les autres, et pour eux c'est un handicap, c'est même parfois rédhibitoire lors d'un entretien d'embauche. Et on va en parler avec Mélanie Viennot, présidente du projet Voltaire. Elle a quelques petits conseils à nous dévoiler. Elle est notre invitée. Smart et réglo, le droit, rien que le droit, avec une avocate, Aline Jacquet-Duval. On va parler des alertes, des lanceurs d'alerte en entreprise. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on est des RH et qu'on a un lanceur d'alerte? C'est un sujet éminemment complexe. On en parle avec elle dans quelques instants. Le cercle RH, avec un grand entretien aujourd'hui avec Elisabeth Moreno, ministre déléguée à l'égalité femmes-hommes, à la diversité et à l'égalité des chances. On reviendra sur la loi Marie-Pierre Rixain. On parlera des quotas ou pas de quotas. C'est un sujet sensible ici en France. Et puis on parlera télétravail et place des femmes dans l'entreprise. C'est notre invité dans le cercle RH. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, les salariés n'ont jamais eu autant envie de quitter leur entreprise. Les chiffres sont alarmants. Que se passe-t-il? On en parle avec Julien Morisson du cabinet BI. Ce sera à la fin de notre émission. Voilà le programme. Tout de suite, c'est Bien dans son job. Digreed, plateforme d'apprentissage personnalisée pour développer aujourd'hui les compétences de demain. Bien dans son job, je fais attention à l'orthographe et à la manière dont je le dis, parce que l'orthographe et l'oral, les fautes d'orthographe à l'oral, sont souvent rédhibitoires lorsque vous passez un entretien. C'est terrible. Et on en parle avec Mélanie Viennot. Bonjour Mélanie. Bonjour. Merci d'être avec nous. Présidente du projet Voltaire. C'est de la faute à Voltaire, comme dit la chanson. Ouais. Non, là, c'est pas de la faute à Voltaire, pour le coup. C'est grâce à Voltaire. C'est plutôt grâce à Voltaire. Alors, vous êtes aussi coprésidente de DTech France, association des entrepreneurs français qui mettent la technologie au service de l'éducation et de la formation. Je suis sûr qu'on en parlera dans quelques instants avec la ministre Elisabeth Moreno, qui, vous le savez, elle vient de la tech. Vous avez une étude très inquiétante réalisée par Ipsos et par le projet Voltaire sur... Alors, cette fois-ci, ce n'est pas le versant des candidats, c'est le versant des entreprises qui, quand même, constatent une dégradation et des candidats qui ne tiennent pas la route, voire même des salariés. C'est bien ça, le diagnostic. Alors, je suis un peu dur. Oui. En fait, je ne crois pas qu'ils constatent forcément une dégradation, mais en tout cas, ce qu'ils disent, c'est qu'ils y sont de plus en plus attentifs. Et ils sont 80% d'entre eux à dire que c'est rédhibitoire lors d'un entretien de recrutement, alors sur un CV, sur une lettre de motivation pour l'orthographe, sur un entretien de recrutement pour la manière dont on s'exprime. Oui. Parce qu'il n'y a pas que les fautes d'orthographe, savoir bien se présenter, ça fait vraiment la différence pour décrocher le job de ses rêves. Vous avez sous le bras l'enquête Ipsos que vous avez réalisée. 76% des employeurs estiment que leurs équipes sont confrontées à des lacunes en expression écrite et ou orale et en orthographe. Là, on n'est pas dans le cadre d'un recrutement, on est dans le cadre de collaborateurs. Et le manager dit, ça ne tient pas la route, quoi. Les clients me renvoient en me disant qu'il y a des fautes d'orthographe. Enfin, je veux dire, ça met quand même en péril la crédibilité d'une entreprise, quand même. Exactement. Ça met en péril l'image de l'entreprise. Elles y sont de plus en plus attentives. Ça met aussi en péril l'image des salariés eux-mêmes. Parce que quand on fait des fautes d'orthographe ou quand on ne s'exprime pas bien, c'est très stigmatisant. On a tendance à être considéré comme un peu moins compétent, un peu moins intelligent, alors que ça n'a absolument rien à voir. Mais c'est le principe du stigmate. Donc, il y a un soin particulier en ce moment des entreprises sur la question de l'orthographe. Donc, soyez vigilants, évidemment, et vigilantes. Qu'est-ce qu'on fait? Quels sont les remèdes? Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a fait le diagnostic... Alors, dans les causes, on dit, bon, c'est le modèle éducatif qui s'est cassé la figure, on apprend mal. Est-ce que vous avez le même constat? Est-ce que vous dites, finalement, en formation initiale, on récupère des gens qui ne sont pas formés ou mal formés? Alors, nous, on ne rentre pas dans la question des causes. Surtout, ce que cette étude montre, c'est qu'on a été attentif à l'anglais à un moment donné, alors qu'en fait, aujourd'hui, la plupart des emplois sont exercés en français. Donc, les employeurs, ils sont de plus en plus attentifs. Et quand vous disiez le constat est alarmant, il y a des solutions, et il y a des solutions assez simples à mettre en place. Le projet Voltaire, on propose une formation qui permet de s'améliorer. C'est 10 à 15 minutes par jour pendant 2 à 3 mois. Donc, c'est assez facile à faire et ça permet vraiment d'améliorer son niveau et surtout de le certifier pour assurer les employeurs et décrocher le job de ses rêves. Donc, on passe par le projet Voltaire, on est pris par la main.
dans des étapes. Globalement, parce qu'il faut quand même le dire, un certain nombre de personnes qui butent sur l'orthographe, et il arrive à tout le monde de faire des fautes. Tout le monde fait des fautes. Tout le monde fait des fautes, donc il faut rester modeste, plus ou moins. Ce sont des gens qui parfois ont été lassés des formations scolaires, qui parfois ont arrêté leurs études. C'est pas fastidieux, non, juste pour rassurer non, surtout pas. On repart pas à l'école. Non, surtout pas. L'idée, c'est justement d'avoir un programme d'entraînement qui soit ludique, qui permette d'améliorer son niveau durablement, et surtout sur des temps qui sont pas des temps longs. Quand on s'entraîne 10 à 15 minutes par jour, c'est facile à faire, c'est en ligne, donc il y a un côté jeu. Qui fait qu'on s'entraîne sans que ce soit douloureux. On peut faire du préventif, Mélanie Viennot, c'est-à-dire aller chez un employeur, on est face à lui, on est face au DRH et dire bon, j'ai ma certification Projet Voltaire, donc m'embêtez pas sur l'orthographe, ça va, je suis en règle. Non, est-ce qu'on peut le jouer ça ? Alors oui, le certificat Voltaire, ouais. Il certifie autant l'orthographe que la capacité à bien s'exprimer, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Et c'est sûr que ça rassure les employeurs. D'ailleurs, ils le disent dans cette enquête. Ils sont vraiment nombreux à être rassurés par un bon niveau en expression et en orthographe sur un CV. Donc c'est important, effectivement. Concrètement, une fois qu'on a fait cette certification, est-ce que vous garantissez derrière un peu 100% plus de fautes d'orthographe, ou globalement, il faut quand même assez régulièrement s'exercer, c'est-à-dire, excusez-moi de revenir à des basiques, mais lire, s'informer avec de la presse écrite. C'est quoi les conseils que vous donneriez ? Ou alors faire une dictée tous les mois, le manager met tout le monde autour de la table et c'est dicté, mais comment on fait ? Alors, lire, c'est pas forcément ce qui permet d'améliorer son orthographe, contrairement aux idées reçues. C'est triste ce que vous dites. Non, mais c'est aussi... Alors, c'est bien de lire pour plein d'autres raisons, mais en tout cas... Pas pour l'orthographe. Pas forcément pour l'orthographe. C'est sûr que nous, on travaille sur un outil, donc au projet Voltaire, qui permet vraiment de s'entraîner et d'acquérir durablement des réflexes. L'objectif, c'est que quand vous rédigez un mail, vous n'arrêtiez pas à toutes les phrases pour savoir comment ça s'accorde, par exemple. Donc, si vous avez des réflexes, vous allez aller plus vite dans la rédaction de vos courriels, et puis vous serez surtout plus efficace dans votre vie professionnelle, tout simplement. Sans couper la branche sur laquelle vous êtes assise et le projet Voltaire, est-ce qu'il n'y a pas une forme de résignation des entreprises qui, au-delà de cette étude qui est passionnante, effectivement, se disent on se résigne, on ne peut rien faire. C'est-à-dire que c'est tellement... répandu, c'est tellement rentré dans les mœurs, l'écriture des SMS, le caractère elliptique de ces SMS, finalement la langue se dégrade et donc de fait avec elle l'orthographe, et on ne peut pas faire grand-chose. Non, bien au contraire. Et d'ailleurs, cette étude le montre, les employeurs ils sont attentifs, c'est vraiment important. Quand on écrit un SMS, on sait qu'on est en train d'écrire un SMS et pas une lettre de motivation par exemple, donc il suffit simplement d'utiliser les bons codes au bon moment, et puis c'est facile de s'améliorer, les employeurs ils sont attentifs, il faut surtout pas se résigner en fait. Il ne faut pas se résigner, on est d'accord. On est d'accord. Même si certains... Et pour terminer notre échange, on a l'orthographe, on a les S, les ENT, les accords, notre langue est complexe, il faut le reconnaître. Il y a la présentation orale. Comment ça se passe, la formation ? C'est-à-dire que vous avez un coach qui fait globalement un training, il y a les qu'est-ce que, il y a toutes ces liaisons mal à propos, comme on le dit souvent. Comment vous faites là ? C'est quoi votre méthodologie ? Alors effectivement, on a une méthode pour s'entraîner à l'oral, mais surtout avant de mettre en pratique un certain nombre de compétences, encore faut-il les acquérir. Et bien s'exprimer, c'est bien argumenter, c'est bien organiser ses idées, et tout ça, c'est de la structuration de la langue sur laquelle on travaille aussi avec le projet Voltaire. Donc ce qui s'énonce clairement, on le dit, se pense clairement à l'origine. Donc vous êtes accompagné, là c'est quoi ? C'est de la visio, c'est du distanciel, on vient en classe un petit peu quand même, là on est obligé de s'asseoir dans un bureau. Sur la partie entraînement à l'oral, on se filme avec son téléphone, tout simplement. Donc on se filme et on s'auto-juge. Vous êtes derrière pour dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Il peut y avoir un coach qui vous appuie aussi et puis qui, sur une grille de critères qui sont très précis, vous indique quelles sont les erreurs que vous avez commises, quels sont les points forts que vous avez, parce que là aussi, il s'agit de bien d'encourager les points forts. Mais on travaille tout ça, effectivement. Enfin, Mélanie Viennot, j'ai bien entendu votre position. On ne prend pas position sur les causes. J'ai bien saisi votre message, mais... Nous, on est sur les solutions. Voilà, j'ai quand même l'impression que vous êtes en train de récupérer finalement toutes les erreurs de notre modèle éducatif, puisque c'est bien de ça dont il est question quand même. Alors, pas forcément. Aujourd'hui, surtout, ce qu'il faut voir, c'est que nos métiers ont évolué, nos métiers ont changé. Et notamment depuis le télétravail, là, on a fait, depuis la crise sanitaire et le télétravail, on a fait cette enquête avec Ipsos
après cette crise sanitaire. Et c'est sûr que les gens qui étaient en difficulté vis-à-vis de la langue, ça se voit un petit peu plus parce qu'on écrit plus, parce qu'on est avec des temps informels qui sont moins importants, les réunions sont plus rapides, il faut être plus percutant, il faut être plus concis. On peut moins se cacher, c'est ce que vous dites, parce qu'en visio, à un moment donné, quand on clique, qu'on est en visuel, on dit aux collaborateurs, on t'écoute, alors que parfois en réunion présentielle, on peut se cacher, on peut cacher ses lacunes, on est d'accord? Exactement, ouais, tout à fait. Donc vous pensez que le Covid a un peu accentué finalement et creusé ce fossé entre ceux qui étaient déjà à l'aise et ceux qui ne l'étaient pas? Exactement, il y a une nécessité aujourd'hui de communiquer plus vite, mieux et avec moins de fautes. Il y a donc le certificat du projet Voltaire. Le certificat Voltaire, tout à fait. Certificat Voltaire, et c'est donc pas de sa faute. Combien de temps cette formation, rappelez-le nous avant de nous quitter? C'est 10 à 15 minutes par jour pendant 2 à 3 mois. 2 à 3 mois et validé. Ça veut dire qu'on n'est pas sûr de l'avoir, certificat, on est d'accord? Alors c'est une évaluation de niveau, donc vous êtes sûr de l'avoir, quel que soit votre niveau. Vous êtes sûr de l'avoir, alors même si on a fait plein de fautes? Alors, après c'est une question de niveau. Où place-t-on la barre? Des gens qui ont 1000 sur 1000 en orthographe, sur 400 000 certifiés, il y en a une grosse vingtaine. Une vingtaine. Donc voilà, donc tout le monde fait des fautes. Ouais, c'est ceux qui vont faire la dictée de Bernard Pivot, c'est ceux-là. Exactement. Ceux qui ont le Robert dans la poche du matin au soir. Ceux qui ont le projet Voltaire dans la poche. Et le projet Voltaire, mais où est-ce que j'ai la tête? Merci Mélanie Viennot, présidente du projet Voltaire, donc, qui va vous permettre de vous améliorer tant à l'oral, dans votre expression orale, qu'à l'écrit, parce que c'est vrai que les fautes d'orthographe, les S oubliés, des choses qui peuvent nous arriver évidemment, sont parfois rédhibitoires dans des mails sérieux, commerciaux, où évidemment il ne faut pas se rater. Merci Mélanie Viennot de nous avoir rendu visite. Smart et Réglo, on va faire du droit un petit peu, c'est chaque semaine, et on va s'intéresser avec notre invité aux lanceurs d'alerte. Alors il y a eu beaucoup de débats sur ces lanceurs d'alerte, il y a eu des lois à l'Assemblée nationale qui ont permis d'encadrer le statut des lanceurs d'alerte, mais pour une entreprise, un lanceur d'alerte, ça reste souvent un peu un casse-tête juridique, et on en parle avec notre invité. Smart et Réglo, le droit, rien que le droit, chaque semaine pour faire un point précis. Aujourd'hui, nous avons décidé avec notre invité de s'intéresser aux lanceurs d'alerte. Alors, on en a beaucoup parlé, notamment dans des affaires bancaires retentissantes médiatiquement. Comment traiter ces personnes qui dénoncent, comment vérifier l'information et puis comment protéger, lorsque l'information est avérée, comment protéger ces fameux lanceurs d'alerte. Nous sommes avec une avocate, Aline Jacquet-Duval. Bonjour Aline. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avocate en relations sociales. Membre du Conseil stratégique d'entreprise et progrès et avocat associé chez Jacquet-Duval pour être totalement complet sur votre titre. D'abord, les lanceurs d'alerte, pour commencer par le législatif, il a un statut, ce lanceur d'alerte, on est bien d'accord? Le lanceur d'alerte a tout à fait un statut. Il est encadré par la loi Sapin de 2016. Il est encadré aussi par la Déclaration des droits de l'homme. Le lanceur d'alerte, c'est une personne qui, de bonne foi, dénonce un crime, un délit, une situation tout à fait non conforme et surtout de bonne foi. De bonne foi. De bonne foi. C'est quand même des sujets, en général, les lanceurs d'alerte, ils lancent des alertes sur des sujets de corruption, d'abus de biens sociaux, de marchés truqués. C'est quand même ces thèmes-là qui sont dénoncés. Alors, ce sont ces thèmes-là qui sont mis en avant dans la loi. Et puis les délits environnementaux. Absolument, on met des produits chimiques dans une rivière. Oui, c'est très important. Mais en réalité, 80% des cas, ce sont des situations de harcèlement ou de discrimination. Parce qu'en réalité, la France n'est pas un pays essentiellement corrompu, c'est vrai. Et donc, dans la réalité, effectivement, vous avez des délits financiers, vous avez des ententes, vous avez aussi des protections de l'entreprise qui dépassent le simple intérêt de l'entreprise. Donc, ça peut être dénoncé. Mais dans la réalité, c'est 80%, ce sont des cas de harcèlement. C'est pour ça que les avocats en droit social sont intéressés par ce sujet, parce que c'est ça qu'il faut traiter, bien sûr. Mais Aline Jacquet-Duval, ça veut dire que c'est un dévoiement de la loi Sapin 2, c'est-à-dire qu'un petit peu comme quand on veut augmenter, je dirais, l'indemnisation lors d'un licenciement, on y glisse comme ça, subrepticement un petit peu de harcèlement, on le saupoudre d'un peu de harcèlement, et puis d'heures supplémentaires. Et puis d'heures supplémentaires, voilà. Comme ça on se dit, tiens, ça va faire monter les indemnités. Est-ce que là, on n'est pas en train de dévoyer le statut du lanceur d'alerte? Alors non, je ne crois pas, parce que d'abord, le harcèlement est un délit. Or, la loi prévoit que tous les délits rentrent dans le cadre des alertes professionnelles. Et
il est de l'intérêt de l'entreprise, et c'est là-dessus où nous intervenons, de prévenir tous les comportements qui pourraient être déviants et qui portent atteinte à la réputation de l'entreprise et qui portent atteinte à sa marque employeur et qui portent atteinte aussi au coût final, je dirais, d'un mauvais comportement. Alors, le lanceur d'alerte a une protection. Je voudrais juste qu'on comprenne bien, parce que ça reste assez évanescent. On en a vu quelques-uns très médiatiques à la télévision, dans le cadre d'affaires de corruption dans des banques. Je pense notamment à HSBC. Mais il rentre dans le bureau du RH, il s'assoit et il dit « Bonjour, je viens vous déposer un problème et je veux qu'on me donne mon statut de lanceur d'alerte ». Comment ça se passe techniquement ? Alors, très concrètement, la loi a prévu que les entreprises ou les collectivités territoriales, enfin, toutes les, je dirais, les groupements qui ont plus de 50 salariés ou 100 000 ou 10 000 habitants doivent impérativement disposer d'un système de recueil des alertes. Et en réalité, la difficulté, elle est là. Oui. Recueil des alertes, comment on fait ? Et c'est pour ça que mon cabinet, avec mon associé Tiffaine Vibert, on a créé une plateforme qui s'appelle Solutions lanceurs d'alerte, qui est aux thématiques orange, parce que quand il y a une alerte professionnelle, il faut se poser, regarder, comprendre, entendre les parties et protéger tant le lanceur d'alerte, si l'alerte est réelle et rentre dans le cadre de la protection légale. Autorisez-moi, il y a donc un petit délai, maître, de vérification. Évidemment. Une fois que l'échange a eu lieu, il faut que l'entreprise vérifie si ce qui a été posé sur le bureau du RH rentre dans le cadre des lanceurs d'alerte. Absolument. Et ce n'est qu'à ce moment-là que le lanceur d'alerte a son statut de lanceur d'alerte. Étant entendu que toutes les plateformes de recueil des alertes professionnelles permettent aussi la dénonciation anonyme. Auquel cas, évidemment, le lanceur d'alerte n'étant pas connu, ne peut pas être protégé. De fait. Mais la réalité, c'est que la loi Sapin reprend des dispositions qui sont en fait européennes et que derrière, les entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises, se trouvent très démunies pour mettre en place un système de recueil. La question, comme vous le dites, c'est le système de recueil. Absolument. D'où votre plateforme. D'où ma plateforme. Elle sert à quoi ? Elle sert un tout petit peu à externaliser le problème ? Ça permet, mais pas que. Elle peut, d'abord, elle permet je dirais, un échange complètement anonyme, ou en tout cas complètement protégé des dénonciations. C'est important. Parce que ça, c'est très important. On se met en danger quand même quand on est lanceur d'alerte dans une entreprise. Quand on dénonce son N+1, même pour harcèlement, c'est quand même tendu. Oui, c'est un peu tendu, mais en réalité, si l'entreprise est éthique, en réalité, tout ça se passe très bien. Oui, sauf que parfois, on voit dans certaines entreprises où le N+1 est protégé par le RH, on hésite, on traîne un peu des pieds, ça crée des... Non. Alors, on doit poser les choses, en fait. C'est-à-dire, dans une entreprise qui permet la bienveillance et qui permet l'éthique en entreprise, la dénonciation de bonne foi se fait relativement aisément. Quand je dis dénonciation, je dis, en fait, on soulève un problème. Dans la moitié du temps, ce sont des méconnaissances des rouages de l'entreprise, des méconnaissances des process, ou des méconnaissances des textes, tout simplement. On s'interroge, on a une mentalité de chevalier blanc, mais peut-être que ce n'est pas réel. Donc, on pose les choses, on étudie, on fait une enquête, évidemment, avec ou sans les représentants du personnel, ça dépend du sujet, évidemment. On peut être accompagné le jour du premier entretien par un délégué du personnel, lorsqu'on vient annoncer... L'entretien se fait d'abord par mail, c'est-à-dire que... On formalise par mail. On formalise par mail, on joint des documents. Et si le référent de l'entreprise, qui doit être désigné de toute façon... De plus de 50 salariés, il faut le préciser. Absolument. Si le référent qui est formé estime qu'il y a matière à enquêter, alors il y aura effectivement un entretien. Dans les cas de figure du harcèlement, puisqu'on est parti du lanceur d'alerte traditionnel, très médiatique, mais là on a glissé sur un autre élément moins médiatique sur le harcèlement. Mais qui est la réalité quotidienne des entreprises. C'est ce que vous vivez, c'est ce que votre plateforme reçoit. C'est ce qu'on vit tous les jours. Ça va au bout, maître, ou pas, ça ? Oui, ça va au bout. On a deux sujets. Ça va au bout pour une bonne et simple raison. Comme je vous l'ai dit, c'est souvent des questions de harcèlement ou de discrimination, et que l'entreprise est enserrée dans une jurisprudence terrible qui fait que lorsque un salarié est convaincu d'être un harceleur, il doit être licencié pour faute grave. C'est grave, évidemment.
Donc c'est grave d'être un harceleur, mais c'est grave aussi d'être licencié sans avoir exactement, et ça je le vois souvent, des preuves contre soi. Oui, ce que je veux dire, il faut quand même pouvoir le prouver, même si la personne est de bonne foi, celui qui reçoit le fait qu'il est considéré comme harceleur va immédiatement souvent dire mais c'est pas vrai, amenez-moi la preuve contraire. Absolument. Donc en fait, c'est pour ça que ça va rarement au bout. Non, ça va quand même au bout parce que d'abord nous sommes formés à faire des enquêtes. Hein. Je veux dire, c'est un des nouveaux métiers des avocats. Donc on fait des enquêtes qui sont approfondies. Enquête à l'américaine, vous avez des gens qui travaillent, qui font un travail de détective, excusez-moi d'être un peu concret. Oui, alors ça se passe sous forme d'entretien, effectivement. Il y a des preuves ou il n'y a pas de preuves, il y a des témoignages, la plupart du temps ça relève du témoignage. Bien sûr. Et ce n'est que lorsque le dossier est complet qu'on peut d'abord définir s'il y a une réalité pénale derrière les faits qui sont dénoncés, et ensuite on peut traiter les cas qui arrivent. Avant de nous quitter, le lanceur d'alerte bénéficie d'un statut de mémoire. Je me suis laissé dire qu'il pouvait être aussi accueilli dans un nouveau domicile, une nouvelle maison, au cas où il soit menacé. Oui, est-ce qu'on va jusque-là? Est-ce que ça existe? Écoutez, parce qu'il y a eu les repentis, globalement, c'est un peu des repentis. Ça, c'est un peu à l'américaine. C'est ça. Ça, c'est un peu à l'américaine. Non, j'ai pas vu... La loi n'organise pas la possibilité à un lanceur d'alerte de pouvoir être rémunéré aussi, pour le dire simplement, parce que quand on est lanceur d'alerte dans une entreprise et qu'on s'est parfois licencié, on se retrouve en situation totalement démunie. Alors, si on est un lanceur d'alerte licencié, le licenciement est nul. Et donc, vous devez être réintégré. Oui. Donc, pour le droit français, parce que je pense aujourd'hui, ce n'était pas le cas il y a quelques années avec les cas emblématiques que vous avez cités. Voilà, avant la loi Sapin. Avant la loi Sapin. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus, je dirais, plus facile. Avant de nous quitter, combien de cas là vous avez sur votre plateforme? Est-ce que c'est quelque chose qui est en recrudescence, ces lanceurs d'alerte, autour des thématiques de harcèlement, puisque visiblement c'est le thème qui est porteur? Alors, ce qui est en recrudescence, c'est la nécessité et je dirais la prise de conscience des entreprises qu'elles doivent avoir un recueil d'alerte professionnelle, ce qui est très compliqué en France. Et un référent ou deux. Moi, je préconise toujours un référent. Double regard, un homme, une femme. Un financier, un RH, pour croiser un peu les choses. Et si les cas sont difficiles, évidemment, on intervient, nous, en support. Parce qu'il y a quand même un aspect très juridique à tout ça. Juridique et indépendamment des aspects humains. Oui, c'est ce que je voulais évoquer. C'est souvent des cas lourds. C'est la raison pour laquelle on dit solution lanceur d'alerte. C'est votre plateforme. C'est ma plateforme. Solution lanceur d'alerte. Absolument. Une plateforme. Allez donc sur Internet, ça sera à mon avis extrêmement facile à trouver et ça vous garantit un anonymat. Ça c'est très important. Ça garantit l'anonymat. On peut vider son sac. Oui, parce que si on ne traite pas le sujet, le lanceur d'alerte a le droit d'aller sur les réseaux sociaux, d'aller voir la presse. Exact. Et de balancer, comme on dit. Et de balancer. Et de ternir l'image de l'entreprise au passage. Absolument. Merci Aline Jacquet-Duval, avocate en relations sociales, qui est venue nous parler de cette plateforme très utile pour les entreprises. Vous l'aurez compris, soyez vigilants sur cette question des lanceurs d'alerte. Organisez-vous, entreprise, précisons-le, de plus de 50 salariés. Ou collectivité territoriale. Ou collectivité, bien sûr, et espace public. Merci de nous avoir rejoints sur le plateau. On fait une courte pause, c'est le cercle RH, vous connaissez notre rendez-vous. Aujourd'hui, c'est un grand entretien avec Elisabeth Moreno, ministre déléguée à l'égalité femmes-hommes, à la diversité, à l'égalité des chances. On va parler de la loi Marie-Pierre Rixain. On va parler, bien sûr, de la place des femmes en entreprise, de la place des jeunes étudiantes aussi dans les formations, dans la tech, par exemple. On fait le point avec elle à travers le parcours d'ailleurs exemplaire de cette ministre. Elle est notre invitée aujourd'hui dans Smart Job. C'est juste après la pause. Le cercle RH avec un grand entretien aujourd'hui avec Elisabeth Moreno. Bonjour Elisabeth. Bonjour Arnaud. Merci de nous rendre visite, de prendre un peu de temps sur le plateau de Smart Job. Ministre déléguée à l'égalité femmes-hommes, à la diversité et à l'égalité des chances. On va revenir sur beaucoup de sujets. Alors, on a vu là depuis avant-hier que les femmes travaillaient gratuitement. On va en parler. C'est évidemment les... Hier, 9h22, les femmes travaillent gratuitement jusqu'à la fin de l'année. Symboliquement, évidemment, mais en comparaison avec les hommes, oui, effectivement.
effectivement, c'est une situation absolument catastrophique et insupportable. Alors, on reviendra d'ailleurs, si vous voulez, on peut commencer tout de suite par le sujet. Je voulais qu'on parle un peu de vous, parce que votre parcours est exemplaire, et je pense qu'il incarne la méritocratie républicaine, et cette fois-ci, l'expression n'est pas dévoyée. On va parler de vous, mais vu qu'on est sur l'égalité et l'écart de salaire, il y a un vrai débat de chiffres. Certains parlent de 16,5 d'écart, d'autres de 9. La ministre que vous êtes, quel est le chiffre que vous avez, vous, sur l'écart de salaire entre les femmes et les hommes? Personne ne donne le même chiffre. 16,5, c'est le chiffre d'Eurostat. D'autres parlent de 28, d'autres parlent de 5%. Mais vous savez, Arnaud, peu importe le chiffre, aujourd'hui, lorsque vous êtes une femme, alors même que vous avez les mêmes compétences, que vous avez les mêmes ambitions, que vous avez les mêmes motivations et les mêmes responsabilités, systématiquement, vous gagnez moins qu'un homme. La vérité, c'est ça, même si c'est que 5%. Moi, le chiffre que je partage en général, c'est 9% ou alors 15% à taux horaire. C'est-à-dire que vous avez le même job, les mêmes responsabilités et vous gagnez en moyenne au taux horaire 15% de moins qu'un homme. Et puis, je partage un autre chiffre qui est encore plus catastrophique. Quand vous arrivez à la fin de votre carrière professionnelle, que vous prenez votre retraite, que vous avez élevé vos enfants, vous touchez 42% de moins en pension de retraite qu'un homme ne le touche. Et je trouve que cette situation est assez emblématique et représentative des discriminations que les femmes subissent encore dans le monde professionnel, mais dans le monde tout court. Parce que les femmes sont nous sommes la seule majorité traitée comme une minorité. Nous sommes la seule majorité où, finalement, souvent, on va dire que les femmes sont des citoyennes de seconde zone, et pire, ou je ne sais pas si c'est pire ou meilleur, mais aucun pays dans le monde, en 2021, ne peut se targuer d'avoir atteint l'égalité parfaite entre les femmes et les hommes. On en connaît les causes en partie, ce qui ne veut pas dire que le problème est résolu, mais le congé maternité, la parentalité, le fait qu'une femme dise je vais me consacrer à ma vie de famille parce que mon mari a une situation ou qu'il voyage, je vais donc laisser ma carrière sur le côté. On connaît les causes de tout cela. Alors vous avez raison, il y a plusieurs des causes que vous venez de citer. Moi je veux également ajouter que les femmes occupent les jobs les plus précaires. Et pourtant les plus essentiels, on l'a vu pendant la crise sanitaire. Que n'aurions-nous fait si nous n'avions pas eu le personnel de santé, si nous n'avions pas eu les personnes dans les EHPAD, si nous n'avions pas eu les personnes qui gèrent l'éducation de nos enfants, si nous n'avions pas eu les personnes qui font le ménage, qui s'occupent de la distribution? Les femmes occupent les métiers les plus précaires, les moins reconnus, les moins valorisés. C'est encore elles qui souffrent le plus des métiers à temps partiel. Subi, parce que quand c'est choisi, aucun souci. Mais c'est en fait tout ce qui peut mettre bout à bout la femme en situation de précarité est accumulé. Et puis après, il y a le fait que les métiers, souvent, on en a parlé tout à l'heure, les métiers de service à la personne, les métiers ne sont pas reconnus et ne sont pas valorisés. Et puis après, il y a le fait que les femmes aussi parfois manquent de confiance en elles et qu'elles vont moins oser demander une augmentation. Le syndrome de l'imposteur. Exactement, demander une promotion. Et donc c'est tous ces éléments-là cumulés, mais loin de moi l'idée de culpabiliser les femmes, parce que souvent lorsqu'elles manquent de confiance et d'estime en elles-mêmes, c'est parce que très petites, on leur a dit reste à ta place, ne parle pas trop fort, ne prends pas la parole, tu la prendras quand on te la donnera. Comment voulez-vous évoluer dans un monde professionnel fait par des hommes, pour des hommes, avec des règles de femmes qui restent à sa place et qui n'osent pas prendre la parole? C'est extrêmement compliqué. Elisabeth Moreno, on va parler de vous un tout petit peu, parce que ce qui est très intéressant, c'est le parcours que vous avez eu avant de devenir ministre, il y a un peu plus d'un an maintenant, dans le gouvernement de Jean Castex. En 1976, vous arrivez à Belleville. C'est ça. Mais si vous le permettez, Arnaud, parce que c'est important sur les questions des inégalités salariales, je veux quand même préciser que depuis 2018, il se passe des choses. Oui, c'est important de le dire parce que je me rends compte que vous les voulez pas gens qu'on ne parle savent de pas vous, toujours. Et on va parler. Mais vous voulez pas qu'on parle de vous. Oui, mais c'est tellement important de parler de toutes les femmes. Mais les deux sont liés. Les deux sont liés. Mais j'y arrive. En fait, en 2018, le gouvernement a voté une loi qui s'appelle Index Égalité professionnelle, justement pour lutter contre ces inégalités professionnelles, donner un
outil aux entreprises pour pouvoir mesurer la manière dont les femmes et les hommes sont traités dans le monde de l'entreprise. Avoir un diagnostic en chiffres. Avoir un diagnostic en chiffres, transparence et chiffres. Et ces résultats doivent être publiés par les entreprises depuis cette année sur le site du ministère de l'Emploi. Je le dis à toutes ces femmes qui se posent des questions sur ces entreprises qui disent mais évidemment que nous traitons les femmes et les hommes de la même manière, et en final, dans la réalité, on se rend compte que c'est pas le cas. Il n'y a que 2% des entreprises en France, 2% des entreprises de plus de 50 salariés qui traitent les femmes et les hommes exactement de la même manière, j'allais dire de la bonne manière. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on ne peut que progresser. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il nous reste encore beaucoup de travail parce que 13% des entreprises oublient, entre guillemets, d'augmenter les femmes qui rentrent de congé maternité alors même que ça fait partie de la loi depuis 2006. Donc, je veux le préciser parce que connaître ses droits, c'est aussi une manière de les faire valoir et d'avancer. Et je salue les entreprises qui se sont saisies avec détermination de cet index de l'égalité professionnelle. Et je lance un appel à celles qui ne le font pas, parce que celles qui ne croient pas à la justice sociale doivent au moins se dire que c'est une question d'attractivité des talents, de performance. C'est l'autre versant de l'égalité femmes-hommes. C'est la marque employeur, c'est de la RSE. Et c'est la réputation. Aucune entreprise n'a envie d'être épinglée parce qu'elle maltraite les femmes qui travaillent pour elle. Et ce sont des talents qui restent sur le bas-côté, alors que les entreprises peinent aujourd'hui à recruter, surtout dans des secteurs dont nous allons parler, je pense, comme le numérique, comme l'aéronautique, comme le bâtiment, qui sont des secteurs en extrême tension, où les femmes ne demandent qu'à travailler et il ne manque plus qu'à leur ouvrir les bras et les portes. 1976, Belleville, vos parents arrivent du Cap-Vert, votre père est ouvrier sur des chantiers et votre maman femme de ménage. Presque depuis 2019-2020, vous êtes vice-présidente et directrice générale Afrique Hewlett-Packard, entreprise américaine, où on parle de discrimination positive, d'affirmative action, de quotas. Est-ce que vous êtes fier de ce parcours et est-ce que vous dites, au-delà de la fierté que vous portez, vous dites je peux servir d'exemple à ces jeunes des quartiers. On parle beaucoup de diversité sur ce plateau. Nous avons reçu Saïd Amouche de Mosaïque RH qui nous raconte ces jeunes qui ne tiennent pas les murs, comme on dit souvent de manière péjorative, mais des jeunes qui ont tout fait bien et qui ne trouvent pas de débouché à leur vie. Est-ce que vous vous considérez aujourd'hui comme quelqu'un qui peut, par ce parcours, pas par le titre que vous portez, mais par la trajectoire de votre vie, dire oui, je peux aussi leur dire c'est possible? Alors d'abord, je vais commencer par saluer Saïd Amouche, Moussa Camara, Anthony Babkin, parce que vous savez, des modèles comme moi, il y en a pléthore. Il y a des... Non, je vous assure. Il n'y avait qu'une vice-présidente de Hewlett-Packard. Ok, mais des personnes qui ont d'autres parcours. Il y a des milliers de jeunes issus de la diversité, dont les parents sont issus de l'immigration, qui ont fait un parcours remarquable, mais qu'on ne connaît pas. Enfin, double discrimination sociale et ethnique, si je m'autorise. Sociale et ethnique. C'est-à-dire que votre père est ouvrier, on vous dit, allez donc passer un CAP, Madame Moreno. Absolument. C'est ce qu'on vous dit. C'est pour ça que ça me fend le cœur quand on dit que la France aujourd'hui... L'OCDE a fait une statistique qui dit que pour sortir de la pauvreté aujourd'hui, il faut 6 générations, 180 ans. Bon, moi, j'ai la chance de l'avoir fait en une génération. Ça demande énormément de travail, énormément de résilience, énormément de courage et d'abnégation. Alors, évidemment, quand on regarde le parcours d'une enfant d'immigrés, de parents illettrés, qui devient... j'ai été PDG de Lenovo en France avant d'aller diriger Hewlett-Packard pour le continent africain. Oui, j'ai mis que le titre, le dernier que vous avez eu, avant il y a eu Lenovo. Évidemment, vous savez, je vais vous avouer quelque chose, Arnaud Bopin. Moi-même, je suis étonnée de ce parcours. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, parce que je fais partie de ces enfants, de ces petites filles à qui on a dit « reste à ta place ». Je fais partie de ces jeunes à qui on a fait penser, croire que nous ne pouvions pas réussir parce que nous ne venions pas des milieux ou des environnements où on réussit. Moi, ma mère m'a élevée pour que je devienne une bonne épouse, pour que je devienne une bonne mère de famille. Elle n'aurait jamais pu m'élever pour être une businesswoman, pour m'accomplir et encore moins devenir ministre de la République. Donc oui, quelque part, je suis un modèle. Mais je veux dire qu'il y a des modèles comme moi, il y en a beaucoup, et je vous remercie de les mettre en lumière sur ce plateau. Résilience, juste d'un mot, parce que c'est un mot un peu valise, vous dites abnégation, travail, des efforts incroyables pour atteindre cet objectif. La résilience, qu'est-ce qu'on y met dedans? C'est les regards de travers, c'est votre couleur de peau, c'est le racisme, c'est la misogynie, c'est le sexisme, c'est le mépris,
c'est l'humiliation de ce que vous êtes. Certaines personnes ont tendance à vous retirer votre dignité simplement parce que vous êtes ce que vous êtes. Moi, c'est quelque chose vraiment qui me touche énormément parce que, en plus, oui, je suis un peu transfuge de classe. Donc, en fait, je cumule toutes les discriminations que l'on peut imaginer. J'ai un handicap, je suis femme, je suis noire, je viens d'une origine sociale extrêmement modeste. Donc, tout ce que vous pouvez imaginer en termes de discrimination, j'y ai été... Et d'humiliation, parce que vous évoquez des humiliations. Mais bien sûr. J'ai rencontré un jour un homme pour un recrutement. J'avais déjà un très gros job. Et il me rencontre. Et vous savez ce qu'il me dit ? Il me dit, mais... et je ne sais pas ce qui lui a pris de me dire une chose pareille. Il me dit, mais est-ce que vous avez rencontré donc, ma patronne des ressources humaines ? Je lui dis oui. Et il me dit, mais vous l'avez rencontrée face à face ou je lui dis, je l'ai rencontrée, nous avons eu un échange au téléphone parce qu'elle était à Barcelone, moi j'étais à Paris. Et il me dit... ah oui, elle ne vous a pas vu physiquement, quoi. Elle ne m'a pas vu physiquement. C'est glaçant. Les bras m'en sont tombés. Parce que j'avais pas 20 ans et j'étais pas au début de ma carrière. J'avais presque 40 ans, j'avais déjà réussi. Et ce type, cet abruti, me demande si la femme qui m'a recrutée avait vu que j'étais noire. Dans l'implicite raciste, enfin c'est sous-jacent. Mais il est tellement idiot et stupide que je ne sais même pas s'il s'est rendu compte. Vous avez été recruté pour l'anecdote ? Ah non, et heureusement. Mais parce qu'à la fin de l'entretien, je lui ai dit, nous sommes d'accord que nous ne travaillerons pas ensemble. Mais je voulais aller quand même jusqu'au bout. Vous aviez 20 ans là ? Non, j'avais pas loin de 40 ans. 40 ans, là vous étiez une femme affirmée. En fait, j'avais gagné suffisamment de confiance en moi pour pouvoir lui dire... Pas facile à dire ça. Hein. Ah, mais il faut pouvoir se le permettre. D'abord, il ne faut pas avoir peur, il faut pouvoir avoir le choix, parce que souvent, vous ne dénoncez pas les discriminations parce que vous avez honte, parce que vous avez peur. Vous vous rendez compte, vous êtes discriminé, et c'est vous qui avez honte d'en parler. C'est comme un peu les femmes battues, les femmes qui subissent les violences intrafamiliales. On le garde pour soi. Vous avez tellement peur, tellement honte, vous vous sentez tellement humilié que vous ne voulez pas que les gens sachent qu'on vous a maltraité de cette manière-là. Elisabeth Moreno, je garderai la question pour la fin, pour savoir si vous regrettez le monde de l'entreprise où je pense que vous aviez des leviers de décision peut-être plus forts que quand on devient une femme politique. Il n'y a pas de regret chez vous, là ? Dans le monde de l'entreprise. Vous décidiez chez Hewlett-Packard. Alors, attendez, je décide aussi en tant que ministre. Je n'aurais pas, par exemple, pu mettre la plateforme de lutte contre les discriminations en place. Le président de la République, si vous vous souvenez de l'affaire Michel Zecler, le président de la République me demande de mettre en place la plateforme de lutte contre les discriminations. Une bagarre avec ce producteur de musique. Absolument. Eh bien, c'est quelque chose que je n'aurais pas pu mettre en place en tant que ministre. Nous sommes en train de défendre la loi pour l'émancipation économique et professionnelle portée par Marie-Pierre Rixain et Christophe Castaner. Je n'aurais pas pu la mettre en place en tant que chef d'entreprise. J'ai travaillé sur les lois de thérapie, de lutte contre les thérapies dites de conversion pour les personnes LGBT+. J'aurais jamais pu mettre quelque chose comme ça en place en tant que chef d'entreprise. J'ai fait des choses en tant que chef d'entreprise qui m'ont stimulé, qui m'ont permis de m'émanciper, porter des collaborateurs qui croient dans un projet d'entreprise, servir des clients. Engagés. Mais c'est absolument fabuleux. Mais tout ce que j'ai appris dans le monde de l'entreprise me sert aujourd'hui en tant que ministre. Je ne l'ai pas dit, mais tout l'entretien ne porte pas que sur votre parcours, même s'il est exemplaire. Vous avez été aussi entrepreneuse, puisqu'avant de devenir une dirigeante de grands groupes de la tech, vous aviez créé votre entreprise. Il y avait chez vous ce désir d'émancipation par l'entreprise. Et ça, je trouve ça très intéressant. Vous avez fait votre job et vous êtes super bien préparé. J'ai commencé ma carrière professionnelle en tant que chef d'entreprise, puisque j'ai cofondé une entreprise dans un milieu excessivement sexy, qu'est le bâtiment. Le BTP. J'avais une entreprise d'isolation thermique que j'ai dirigée pendant une dizaine d'années. On est parti de rien, parce que quand vous parlez de mon parcours, moi, ce que je veux dire aux gens, c'est que mon parcours prouve que tout est possible dans la vie dès lors que l'on croit en soi, qu'on se donne les moyens et qu'on s'entoure de personnes bienveillantes qui ont envie que vous réussissiez de manière totalement gratuite. J'ai eu la chance d'avoir sur mon chemin d'abord une institutrice absolument extraordinaire. Quand je suis arrivée, que je ne parlais pas le français, que j'étais complètement larguée, elle m'a prise sous son aile et c'est grâce à cette femme que je suis devenue ce que je suis aujourd'hui, de la même manière que dans le monde de l'entreprise. Vous aviez 6 ans, c'était le CP. J'avais 6 ans, absolument.
Et de la même manière que dans le monde de l'entreprise, j'ai croisé des hommes, parce que j'ai été que dans des environnements très masculins, le bâtiment et puis le monde de la tech, des hommes qui m'ont mentoré, qui m'ont coaché, qui ont cru en moi plus que je ne croyais en moi-même. Et c'est ça aussi, la réussite, personne ne réussit seul. Absolument personne. Et ces personnes, je leur dois ce que je suis aujourd'hui. Et j'ai une immense reconnaissance pour toutes ces personnes qui tendent la main et qui font du mentorat, qui font du coaching, rien que parce qu'ils ont envie que quelqu'un d'autre réussisse. Alors on est partenaire d'un jeune, une solution dans lequel vous êtes implémenté aussi par cette question de l'égalité femmes-hommes. Et on a beaucoup parlé cette semaine du mentorat avec Thibaut Guilluy. Une question un peu plus politique autour de cette égalité. Il y a un vrai débat en France par notre modèle. Vous qui avez eu un pied finalement en Afrique, dans une entreprise américaine, avec, j'irais, sa culture. Quota or not quota. Alors ce titre a été âprement disputé avant de le mettre à l'antenne. On a utilisé ce mot anglais, évidemment, métaphore à Shakespeare, mais parce que ça vient des États-Unis. Et quand ça vient des États-Unis, on nous dit, attendez, nous en France, on n'a pas de politique de quota. Mais la loi Copé-Zimmermann, c'est déjà le début des quotas. Vous savez, quand j'ai démarré ma carrière, il y a 30 ans, si quelqu'un m'avait dit, tu sais, en 2021, il n'y aura qu'une seule femme qui dirigera un grand groupe du CAC 40, je n'y aurais pas cru une seule seconde. Il n'y en a plus aujourd'hui d'ailleurs. Si, il y en a Catherine McGregor. McGregor, exact. Catherine McGregor. Oui, c'est vrai. Sophie Bellon dirige Sodexo, mais c'est autre chose. Mais enfin, c'est ridicule. Les femmes dirigent le monde, les femmes dirigent les grandes organisations internationales. Qu'est-ce qui fait qu'en France, en 2021, alors que les femmes sont aussi formées, aussi diplômées, parfois plus, aussi compétentes, aussi motivées, qu'est-ce qui fait qu'elles soient encore confrontés à ce plafond de verre, parfois même je dis plafond de béton, parce que le plafond de verre, vous voyez ce qu'il y a au-dessus. Le plafond de béton, vous n'imaginez même pas. Il n'y a pas d'horizon. Voilà, il n'y a même pas d'horizon. Oui. Ça veut dire qu'on est encore confronté dans notre pays à tellement de préjugés sexistes, à tellement de stéréotypes, que les femmes peinent encore à réussir. Vous savez qu'il n'y a que 3% des fonds d'investissement, des grands fonds d'investissement de la place de Paris, qui sont fléchés vers les entreprises portées par des femmes. Est-ce que vous savez que les femmes ont 30% de chances de moins qu'un homme, à projet identique, d'obtenir un financement pour leur entreprise? Et c'est pour ça que je salue Marie-Pierre Rixain dans cette initiative de dire il faut que les entreprises portées par des femmes soient davantage financées. Il y a des injustices et des inégalités aujourd'hui qu'on ne peut pas expliquer. Quota or not quota? Lorsque j'ai démarré ma carrière, j'aurais trouvé ça humiliant d'être recrutée pour cocher une case. Humiliant. Beaucoup de femmes le disent sur ce plateau, d'ailleurs, récemment. C'est une vérité. Mais pour qui on nous prend? Personne n'aime être recruté pour cocher une case d'un quota. On aime être recruté pour nos compétences, pour notre combativité, pour notre créativité, mais certainement pas pour dire c'est bon, j'ai une femme noire dans mon équipe ou j'ai une personne en situation de handicap. Mais encore une fois, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Vous prenez la loi Copé-Zimmermann. On est passé en 10 ans, seulement en 10 ans, on est passé de 9 à 45% de femmes dans les conseils d'administration. Si on ne met pas en place des quotas, ça va nous prendre encore des décennies avant que les femmes n'arrivent à la place qu'elles méritent. On n'est pas en train de leur faire la charité. C'est pas par pitié, c'est pas pour faire joli sur la photo. C'est encore une fois pour une question de performance. Et ce sont des cabinets extrêmement sérieux comme McKinsey, comme Deloitte, comme Price qui disent la mixité apporte davantage de performance. À un moment où on est en train de reconstruire notre économie, si on ne prend pas cela en considération, c'est qu'on n'a rien compris. Donc vous soutenez cette politique de quotas au nom d'une forme de pragmatisme, parce qu'après tout, s'il n'y a pas d'autre solution, il faut opter pour les quotas. Pragmatisme, réalisme, efficacité, intérêt économique national et intérêt économique pour les entreprises et attractivité des talents. Un tout petit mot sur la loi Rixain, votée au Sénat, parce qu'il y avait un débat sur le Sénat, les sénateurs ont validé. Néanmoins, petit bémol, ça ne concerne que les entreprises de plus de 1000 salariés, arrêtez-moi si je me trompe. On sait que le tissu économique français est quand même constitué d'entreprises de moins de 1000 salariés, de PME, de petites entreprises, des ETI, moins de 1000 salariés. Est-ce qu'il faut aller encore plus loin? Est-ce qu'il y a encore une pierre à l'édifice? Alors, je voudrais quand même préciser... Vous voyez, l'article 7 de cette proposition de loi est celui qui a le plus fait parler parce que c'est l'article sur les quotas. Mais je voudrais vous parler de quelques autres articles de cette loi qui va répondre à la question que vous me posez.
les femmes qui sont victimes de violences, certaines d'entre elles aujourd'hui ne peuvent pas disposer de leur salaire. Oui, c'est un texte très large. Posé sur le compte en banque de monsieur qui ne donne à madame que l'argent qu'il estime devoir lui donner. Les femmes en situation de monoparentale, 85% des familles monoparentales en France sont portées par des femmes. 700 000 familles qui vivent sous le seuil de pauvreté. Ces femmes-là, si elles ne peuvent pas mettre leurs enfants en crèche, eh bien, elles ne peuvent pas travailler correctement, elles ne peuvent pas vivre normalement. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Non seulement nous avons créé ce service des pensions alimentaires pour permettre aux femmes de pouvoir percevoir leur pension alimentaire sans avoir à se battre avec leur partenaire. En passant par la CAF, si en je ne passant m'abuse, par la CAF. c'est très important. Vous passez par la CAF qui vous paye la pension alimentaire qui a été décidée par le juge et la CAF se retourne vers le mauvais payeur parce que ce sont les enfants qui souffrent de cela, ce sont évidemment les femmes qui souffrent de cela. Donc, avoir des places de crèche dédiées pour les familles monoparentales, c'est également quelque chose de très important. Contenu dans le texte de Marie-Pierre Rixain. Contenu dans le texte Absolument. de Marie-Pierre Rixain. Si vous prenez également le fait qu'on manque de viviers dans les métiers d'ingénierie, dans les métiers des sciences, des mathématiques, De la tech, que vous connaissez bien. Eh bien, encourager les jeunes filles à aller vers ces secteurs dès l'enseignement supérieur, c'est préparer les viviers, c'est leur ouvrir des opportunités professionnelles qu'elles ne saisissent pas aujourd'hui. Savez-vous qu'un métier sur 3 qui va être créé dans les 5 prochaines années aura une composante numérique? Oui. Si les filles ne vont pas vers ces secteurs-là, on va avoir des algorithmes racistes, misogynes, sexistes. On l'a vu chez Amazon d'ailleurs. On l'a vu chez Amazon, Ouais, on l'a vu chez Google, on l'a vu il y a longtemps chez IBM. C'est sérieux ce que vous dites là, parce Non, que mais c'est vrai que très important. l'algorithme fait par des hommes, des informaticiens hommes, forcément, ils sont traversés par leur subjectivité et leurs a priori, de fait. Moi, j'étais convaincue, quand je suis rentrée dans la tech il y a 20 ans, que ce serait un outil d'inclusion et de réduction des inégalités. Quand on a été confinés, je me suis rendu compte que les inégalités s'étaient largement creusées. Bien sûr. Parce que tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter un ordinateur. J'étais avec Emmaüs Connect hier et Dell, HP et Lenovo. On est en train de réfléchir à la manière dont on peut lutter contre l'électronisme, comment on peut accompagner ces publics extrêmement vulnérables. Bref, donc il y a énormément de travail à faire. Je me réjouis que les entreprises se saisissent de ces questions. L'égalité passe par le numérique, vous dites finalement. L'égalité voilà, passe par le numérique. par ces questions-là. SFR Altis a décidé de travailler avec Emmaüs Connect depuis plus de 10 ans parce qu'il y a des personnes qui gagnent moins de 600 € et qui ne peuvent pas s'acheter un téléphone, qui ne peuvent pas s'acheter un ordinateur. Comment travailler de la maison si vous n'êtes pas connecté ? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce sont des sujets extrêmement importants. Et puis, cette loi, elle contient aussi un article sur l'entrepreneuriat féminin. On ne peut pas avoir que 12% des startups dans notre pays qui sont créées par des femmes. Pas parce qu'elles ne veulent pas, mais parce qu'on ne les aide pas, parce qu'on ne les finance pas. Ça, c'est vrai. Et j'ai signé un accord cadre avec BPI France pour leur dire, soutenez l'entrepreneuriat féminin. C'est pas normal qu'on ait que 30% de femmes qui entreprennent dans notre pays. Toutes les femmes ne veulent pas entreprendre, mais celles qui le souhaitent ne doivent pas être stoppées ou bloquées à cause des stéréotypes. En tout cas, il faut leur donner la possibilité de le faire lorsqu'elles désirent le faire. Avant de clore cet entretien, la loi Rixain, cette égalité salariale sur laquelle vous battez, parce que c'est important, est-ce que vous regardez comme tout être humain, mais aussi comme un ministre, votre avenir? Est-ce que vous dites... J'aurais fait mon temps, comme on appelle ça, la société civile. Vous êtes un ministre de la société civile, vous avez apporté votre contribution. Et puis vous dites, après tout, je vais repartir dans l'entreprise, là finalement, là où je me sens bien. Est-ce que cette réflexion, vous l'avez, ou est-ce que vous dites, je vais prolonger mon action après, il y aura un après, dans le secteur dans lequel vous êtes, l'égalité femmes-hommes? Moi, j'adore ce secteur. Je trouve que c'est tellement important. C'est un sujet éminemment important. Que ce soit l'égalité entre les femmes et les hommes, que ce soit la lutte pour les droits des personnes LGBT+, la diversité. La diversité, c'est la pluralité de notre pays. Il y a 25 critères de discrimination prohibés dans la loi. Donc, vous et moi, nous pourrons être soit victimes, soit témoins à un moment ou un autre. C'est pour ça, d'ailleurs, que nous mettons en place l'index diversité dans quelques temps, pour justement favoriser l'inclusion de toute la diversité sociale, handicap, genre, orientation sexuelle dans le monde de l'entreprise, parce que c'est vertueux, c'est un cercle vertueux. Vous savez, moi je suis rentrée dans ce gouvernement parce que l'égalité des chances, c'est toute ma vie.
Donner la possibilité... C'est votre histoire. C'est mon histoire. Ah oui. Donner la possibilité à toutes les personnes qui souhaitent réussir, de réussir. Ce pays le permet. J'en suis un exemple. Nous sommes nombreux à être dans ce cas. Je suis rentrée dans ce gouvernement en juillet 2020. Ça fait 14 mois, 15 mois que j'y suis. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Ce que je sais, c'est que je mettrai toute mon énergie sur ces sujets, que je retourne dans le monde de l'entreprise ou que je continue en politique. Votre journée, c'est quoi là avant de nous quitter? Vous partez sur quoi là? Alors là, c'est quoi votre événement? On est en train de travailler ardemment sur le 25 novembre, qui est la journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes. C'est la grande cause du quinquennat. Il y a 2 piliers pour traiter ce sujet. L'égalité professionnelle dont nous venons de parler, mais également éradiquer les violences faites aux femmes. Tous les 2 jours dans notre pays, une femme meurt sous les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint parce qu'il estime que c'est son objet et que s'il ne lui appartient pas, elle n'a pas droit de vie. Ça, c'est un sujet qui me tient éminemment à cœur. Et l'égalité professionnelle, on n'en entend pas assez. Une femme prend son indépendance, peut aussi construire sa vie grâce à son emploi. Grâce au fait qu'elle travaille. Je disais que la libération des femmes passerait par leur émancipation économique et professionnelle. Bien je sûr. crois profondément. Évidemment, plus que jamais dans cette campagne présidentielle qui est déjà engagée. Merci Elisabeth Moreno, merci pour votre invitation. Pour cette sincérité et ce parcours aussi que vous incarnez et que vous nous avez présenté sur le plateau de Smart Job. Ministre délégué à l'égalité femmes-hommes, à la diversité et à l'égalité des chances. Toute votre vie, c'est votre combat. Merci de nous avoir rendu visite. On termine notre émission par Fenêtre sur l'emploi. On accueille tout de suite notre invité. Fenêtre sur l'emploi, on parle de ces salariés démissionnaires. On va voir des chiffres qui sont inquiétants et on en parle avec Julien Morisson. Bonjour Julien. Bonjour. Fondateur du cabinet BI, mais pas seulement. Exact. Fondateur aussi de ce cabinet chasseur de job. Vous êtes venu nous en parler sur le plateau, qui est un autre concept très original pour accompagner ceux qui veulent changer de job. Exactement. Comme si on cherchait un appart en fait. Exactement, c'est tout à fait le même concept. C'est un peu ça, mais cherche un job et on vous accompagne. Exactement, c'est tout à fait ça. Voilà, vous êtes le Stéphane Plaza de l'emploi. Ouais, c'est ça. Je sais pas si ça va lui faire plaisir, mais moi j'aime bien, moi j'accepte volontiers. Vous avez choisi de nous parler de justement, vous qui accompagnez aujourd'hui dans Chasseurs de Job les salariés de ces démissionnaires. C'est incroyable ce phénomène. Oui, tout à fait. Si je vous parle de Shanna Blackwell, je ne sais pas si ça vous parle. Je suis perdu. Eh bien, c'est quelqu'un qui a démissionné. Alors vous allez me dire, super, c'est d'une originalité internationale. En fait, c'est quelqu'un qui a démissionné, mais pas n'importe comment. C'est une jeune américaine qui a démissionné chez Walmart parce qu'elle travaillait là, mais surtout elle a popularisé le hashtag qui s'appelle Quit My Job. Elle a démissionné publiquement dans son magasin en disant qu'elle le quittait, très contente, notamment au regard de perversité dans le management, d'un management toxique. Elle a créé ce hashtag Quit My Job qui a été viral, repris par des milliers, des dizaines de milliers de jeunes et de moins jeunes, et elle a lancé cette nouvelle tendance de je démissionne, je pars et je l'annonce publiquement. Oui, ça ressemblait un peu au MeToo. Fanny Griesmer nous en avait parlé sur le plateau. C'est un peu je balance, mais je le fais dans ma boîte. Oui. Et en termes d'image, évidemment, c'est dévastateur. C'est de Walmart en l'occurrence. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle dit, en gros, elle dit, mais moi j'assume. J'assume, je ne fais pas quelque chose de caché derrière un compte qui est public ou enfin privé, mais je me filme. Je me filme et je le mets un peu en scène. Il y a un côté un peu chaud, mais quand même. Et ça dit quelque chose aussi de la nature et du rapport au travail. Et donc, ce qui aurait pu sembler comme étant marginal, mais en fait, il n'est pas du tout. Non seulement parce que ce tweet, alors c'est pas un tweet parce que c'est sur TikTok, mais a été popularisé de manière importante, mais surtout quand on regarde les chiffres, et c'est ça qui est plus interrogeant, on a, alors surtout aux États-Unis, mais ça commence à arriver un peu en France, presque 4,5 millions d'Américains qui ont démissionné. Donc c'est quand même considérable. Et quand on pourrait se dire, bon, c'est peut-être un mois d'août particulièrement, je ne sais pas si c'est chaud ou froid, mais quand on fait le cumul depuis le mois d'avril, on arrive à 20 millions d'Américains qui ont démissionné, qui ont quitté leur travail, faisant du coup questionner et les entreprises et les médias sur finalement un nouveau phénomène qu'on a appelé la grande démission, les grandes démissions, le Great Resignation, exactement, c'est ça, qui est finalement un nouveau phénomène, un nouveau rapport à l'entreprise du fait de la pandémie. Et c'est ça, en ça finalement que les chiffres interrogent. Mais d'ailleurs, ce qui est intéressant dans ce que vous nous dites qui vient des États-Unis, c'est qu'on dit toujours quand ça part des États-Unis, quelques années plus tard, aujourd'hui peut-être quelques mois plus tard, ça va nous tomber dessus. J'ai quand même le sentiment qu'en France, là, quand on regarde tous les reportages, toutes les émissions que l'on fait,
pénurie d'emplois, salariés résignés, ils sont formés mais ils ne veulent pas prendre le job, et pourtant il y a des jobs à prendre. Exactement, et c'est bien là tout le paradoxe. Bah C'est-à-dire que ça soit d'ailleurs aux États-Unis, mais en Europe, donc la France, on a d'un côté une économie qui repart, un taux de chômage qui baisse, donc on pourrait se dire finalement l'économie est plutôt porteuse. Bah oui. Quand on regarde un peu qui démissionne, qui quitte un job, alors en tout cas aux US, et ça commence un peu à arriver, on a les jeunes qui se disent finalement je vais reprendre mes études. Je me suis rendu compte que pendant 18 mois de pandémie, je pense qu'on ne soupçonne pas à quel point ces 18 mois ont impacté la vie des gens. Et on commence à le voir psychologiquement. Ouais. Je vais reprendre mes études. On a, parce que c'est aux US, des personnes qui ont fait des économies qui peuvent partir à la retraite plus vite. Et puis ensuite, on a toute une fraction de gens qui étaient ce qu'on appelle les premiers de cordée, c'est-à-dire les personnes qui étaient serveurs, mais les infirmières, les professeurs qui quittent leur travail en se disant mais finalement, moi je vais faire autre chose parce que oui, on augmente un peu le salaire, mais c'est pas suffisant. C'était pas les premiers de cordée d'Emmanuel Macron au début de sa campagne présidentielle, vous vous rappelez, c'était pas ceux-là les premiers de cordée. Ça a évolué. Voilà, c'est plus les mêmes premiers de cordée. C'était pas le même sociologique. Effectivement, ça a évolué. Ça. Voilà. Ça. Ils sont toujours sur la montagne, mais pas pareil. Oui, c'est ça. Ils ont d'autres matériels. Et c'est vrai que pour le coup, c'est ce qu'on s'en pointe finalement. On a toute une partie, et ça on l'entend, vous entendez, les professeurs, non seulement on a du mal à recruter, mais ils démissionnent. Les infirmières, on a du mal à recruter, mais ceux qui sont là démissionnent. Donc on a quand même une tendance de gens qui se disent, moi je vais me reconvertir. Et ce qui est intéressant, c'est un peu d'essayer de dire, mais ok, mais c'est quoi leur motivation ? Leur motivation, c'est se dire, est-ce que finalement le jeu vaut la chandelle en termes d'argent ? Et en fait, certains font leur compte, notamment certains disent, mais tu peux démissionner, homme ou femme, pour garder les enfants, et finalement on va s'en sortir de la même manière. D'autres se sont rendus compte qu'ils pouvaient travailler un peu partout, pas besoin de quitter dans une grande ville. Et donc il y a c'est aussi cette tendance de dire je démissionne de mon poste pour aller ailleurs et dans un environnement qui me sera plus privilégié. Que je ça, c'est l'effet Covid direct. Ça, c'est clairement l'effet du Covid. Et puis, il y a aussi toute une partie de gens qui se sont dit, mon job, est-ce qu'il a encore un sens concrètement, ce job-là, est-ce que je vais poursuivre de le faire ? Et il y a aussi le rapport à la santé. Certains se sont rendus compte que finalement, c'est idiot, mais on a une vie. Et la fragilité des parents, des grands-parents, le fait d'être loin de tout son environnement et de son entourage, vous fait amener aussi à penser l'articulation de votre vie professionnelle un peu différente. Donc Julien, ce qui est intéressant dans ce que vous nous racontez, c'est qu'on n'a pas finalement bien encore perçu le choc qu'a traversé nos sociétés, nos entreprises et le cerveau des salariés. On le pressent à travers ce que vous nous racontez, mais on ne l'a pas tout à fait mis en place scientifiquement. Mais en tout cas, c'est les premiers effets du choc. Exactement, c'est les premiers effets, c'est ce qu'on s'en pointe. Vous avez quand même des gens qui ont perdu des proches. Je pense qu'on ne soupçonne pas à quel point, on parle quand même de dizaines de milliers de personnes qui sont décédées durant cette pandémie. Donc des deuils, des souffrances. Des deuils, ce sont des situations difficiles. Certains ont perdu plusieurs membres de leur famille. Donc votre rapport au travail n'est plus le même. Certains se sont rendus compte qu'ils s'étaient éloignés ou ne prenaient pas assez charge de leurs enfants. Vous avez beaucoup, nous on le voit, de pères de famille. Prise de conscience. Une vraie prise de conscience qui dit, mais moi, mes j'ai qu'une vie, mes gosses, je m'en occupe pas. Exactement. Et du coup, je préfère faire des arbitrages différents. Je vais faire une pause dans ma carrière. Et donc, c'est des choses qu'on n'entendait encore pas il y a 5 à 10 ans. Donc, on est vraiment dans ce changement-là, qui est encore un peu tôt, mais qui tend en tout cas à s'accélérer. Juste un mot avant de nous quitter. Alors, vous n'aurez pas la réponse, puisque c'est un travail, j'imagine, de consolidation de données, mais en fait, il y a quand même des secteurs aujourd'hui qui sont en très forte pénurie, dont on a besoin. Je pense des secteurs du service à la personne, au BTP, à la restauration. On voit des restaurateurs. Là, il suffit de pousser la porte d'un restaurateur pour qu'ils vous disent la moitié de mon resto est fermé. Ça va quand même poser des problèmes sérieux pour notre économie. C'est un euphémisme. C'est quand même... il y a des trous dans la raquette, là. Complètement, d'autant qu'à la base, la France, c'est quand même le pays le plus touristique du monde. Je ne vous cache pas que ça passe notamment par l'hôtellerie, que ce soit l'hôtellerie ou la restauration. Et donc, naturellement, il faut attirer. Et pour attirer, il faut pas rêver, payer plus, et deuxièmement, organiser différemment les choses. C'est vrai que le rapport au week-end, le rapport au loisir, en termes d'arbitrage, la nouvelle génération est moins prête à faire ses concessions de week-end, et donc certains sont en train de réfléchir à 2 shifts, voire 3 shifts dans leur entreprise. Et puis ensuite, il va falloir aussi redonner un peu un sens. C'est-à-dire que quand l'alpha et l'oméga, quand vous êtes infirmière, notamment pour cet exemple-là, ou aide-soignante, c'est de remplir des fiches, qui démissionnent beaucoup, énormément. Et que vous dites, mais finalement, elles expliquent qu'elles n'ont pas choisi ce métier pour ça, mais elles ont choisi pour l'humain, pour aider, pour accompagner. Et elles le font plus. Et elles le font plus, c'est-à-dire qu'elles sont prises dans des data, dans leur reporting, dans de la comptabilité. Tu as 8 chambres divisées par... Je dis, mais finalement, c'est pas ça du tout. Et ça, c'est aussi ce qui sent. C'est-à-dire que ces gens-là qui ont choisi quand même la fibre humaine, c'est pour l'humain. C'est pas pour être derrière des données et de remplir des petites fiches. Or, ce qu'on observe aussi, mais d'une manière générale, c'est la bureaucratisation de la société dans son ensemble. On en parlait hier. La surprocédure qui est plus qu'handicapant. Et ça, que ce soit les pouvoirs publics ou les entreprises, il va falloir quand même qu'elles cut des fonctions qui ne sont pas très utiles. Il faut être clair et au contraire mettre l'argent sur des fonctions qui le sont davantage. C'est exactement les mêmes arbitrages que doit faire un gouvernement, c'est-à-dire l'investissement sur
des secteurs, des ministères essentiels, et puis parfois aussi accepter de dire qu'il y a des branches mortes qu'il faut Exactement. couper. Mais la bureaucratie, c'est un sujet fondamental évoqué par notamment un chercheur qui était franco-américain, qui est venu nous évoquer la bureaucratisation des grandes entreprises. Enfin, les gens tombent fous, en résumé, Tout à fait. et donc démissionnent. Exactement. Merci Julien, c'était un vrai plaisir de vous accueillir. Il y a le cabinet BI, ça c'est l'agent des cadres, mais il y a chasseur de job, et non pas chasseur d'étoiles. Je ne sais pas pourquoi je vais vous appeler chasseur Non, d'étoiles. non, Mais ça de job. pourrait, mais non. Mais ce n'est pas les étoiles que vous chassez, mais c'est les salariés que vous accompagnez. Exactement. C'était un vrai plaisir de vous accueillir sur le plateau pour terminer notre émission. Merci à vous, merci de votre fidélité, Jean Bafouille, d'émotion. Merci à toute l'équipe, évidemment. Merci à Alice Pitavi pour la réalisation. Merci à Alexandre pour le son. Merci à Fanny Griesmer et Margot Ruot, évidemment, deux femmes incontournables qui m'accompagnent dans cette émission. Merci à vous. Merci pour vos réactions sur Internet. On ne peut pas réagir à tout, mais on va le faire. Bye bye, à demain.